Philosophie bantoue du père Placide Tempels, le nom ou l'individu suite, les critères généraux définissant l'individu suite. Le muntu peut avoir plusieurs noms. Chez les Baluba, il y a généralement 3 sortes de noms. On distingue d'abord le Dijina Diamunda, qui est, comme disent les Baluba, le nom intérieur, le nom de vie ou le nom d'être. Ce nom ne se perd jamais. Un deuxième nom est celui qui est donné à l'occasion d'un accroissement de force. Tel serait le nom de circoncision, le nom de chef ou le nom de sorcier reçu à l'initiation, à l'investiture ou à l'occasion de la possession par l'esprit. Enfin, il y a des noms qu'on se choisit et qu'on s'attribue à soi-même. Dijina Dia Kuinika Bitu, un nom qui ne sert qu'à nommer, sans relation profonde avec la personne ou avec l'individu. Ce dernier nom peut être changé ou abandonné au gré de son titulaire. Tels soient les Majina à Kizungu, des noms à l'européenne, comme par exemple Machini, Pétrole, Beseka, Motocar, etc. Ne convient-il pas en effet que le Muntu wa Bazungu, l'homme des Blancs, qui va se placer sous l'influence vitale dominante des Blancs, est également un nom à l'européenne ? Ceci fournit un nouvel exemple du réalisme avec lequel le noir joue sa vie. Dans ce jeu, la philosophie des forces n'est certainement pas étrangère. Revenons cependant au caractère particulier du premier nom, du nom vital, immuable, du nom constitutif de l'individualité de l'être. Pour les Bantous, l'homme n'apparaît en effet jamais comme un individu isolé, comme une substance indépendante. Tout homme, tout individu constitue un chaînon dans la chaîne des forces vitales. Un chaînon vivant, actif et passif, rattaché par le haut à l'enchaînement de sa lignée ascendante et soutenant sous lui la lignée de sa descendance. On pourrait dire que chez les Bantous, l'individu est nécessairement un individu clanique. Cela ne vise pas simplement une relation de dépendance juridique ni celle de la parenté, cela doit être entendu dans le sens d'une réelle interdépendance ontologique. Dans cet ordre d'idées, on peut dire que le nom intérieur est l'indicatif de l'individualité clanique. Car qu'est-ce que le clan ? C'est l'ensemble des individus spécifiés qui le constituent. C'est l'ensemble des noms intérieurs, commencés par les fondateurs du clan. Tout nouveau-né est donc nommé d'un nom intérieur choisi parmi les noms, c'est-à-dire parmi les individualisations constitutives du clan. Les Noirs eux-mêmes diront à la parturiente « Tu as enfanté notre grand-père, notre tante, notre oncle, etc. » Ils diront « Tel esprit ou tel trépassé nous est né. » Les observateurs européens en déduisent très généralement qu'il y a là une croyance à la métempsychose au sens strict de ce mot. Il faut élucider ce point, puisque les Noirs ne peuvent point s'imaginer un individu en dehors de cette relation que l'on a désigné improprement comme métempsychose. Voici quelques faits aisément vérifiables. Un même ancêtre peut être rené ou revenu dans plusieurs membres vivants du même clan. On trouvera fréquemment dans un même clan plusieurs Ngoï ou plusieurs Ilunga, qui sont tous et chacun désignés d'après le même ancêtre, Ngoï ou Ilunga. Il appert déjà que s'il y a métempsychose, ce n'est pas dans le sens dans lequel on désigne communément cette croyance. On ne voit pas en effet comment un défunt Ngoï se dédoublerait en plusieurs Ngoï vivants, incarnant ses mânes. Les Noirs diront que le petit Ngoï qui vient de naître est le défunt Ngoï, cependant ils savent que le nouveau Ngoï ne s'identifie pas avec le défunt. En effet, la naissance du petit Ngoï ne met nullement fin à l'existence du défunt Ngoï dans le monde des morts. Le défunt Ngoï deviendra le Ngudi en Kiluba ou le Mbosa en Kibemba du nouveau-né qui est son Majina, c'est-à-dire son homonyme. On invoquera ce Ngudi en faveur de l'enfant, et lorsque l'enfant atteindra l'âge de raison, on lui apprendra à faire appel lui-même à son Ngudi. Tout Ngudi demeure le protecteur inséparable de son homonyme. Ainsi donc, lorsque les Noirs parlent des morts qui reviennent et qui renaissent,
Ne faut-il pas entendre qu'il parle de métempsychose dans le sens classique que nous donnons à ce mot? Comment faut-il dès lors l'entendre? Existe-t-il une explication satisfaisant la logique pour justifier cette croyance? Il semble que l'on puisse la trouver en recourant à la théorie de la philosophie des forces dont nous éprouvons une fois de plus l'hypothèse. La conception physiologique est attribuée exclusivement et expressément à l'acte de Dieu chez les Bantous. Il est le créateur, la force causale de toute vie. Lorsque le fruit s'est développé dans le sein maternel et que la mère commence à sentir la vie, les Noirs disent qu'il y a déjà là un homme. Il y a un homme à naître. Mais ils se demandent qui est cet homme à naître. L'homme est bien là, mais on ne peut pas encore le spécifier en tant qu'individu. Si des difficultés obstétriques sont à craindre, on ira trouver le devin pour savoir ce qui cloche. Lui pourra expliquer quelquefois que c'est parce qu'un ancêtre dispute à un esprit l'avantage de renaître en cet enfant. Il indiquera parfois lequel des deux a les meilleures chances, et ainsi les parents savent si c'est Inunga Ungoy ou un autre qui va venir au monde. Parfois la femme enceinte pourra connaître l'individualité de l'enfant qu'elle porte par la révélation de ses songes. Interrogeant une femme chrétienne pour qu'elle me dise comment elle savait que l'enfant qu'elle me présentait au baptême était mon gars, elle répondit « Tandis que j'étais enceinte, j'ai rêvé plusieurs fois que feu Manga me poursuivait en me disant « Unsele, porte-moi ». Et ainsi j'ai su que c'était lui qui me suivait pour renaître en moi. L'ancêtre précédé ou l'esprit n'est pas l'agent de la conception, et ce n'est pas non plus sa personne qui renaît au sens propre du mot. C'est l'homme qui déjà possède la vie dans le sein de sa mère par influence divine, qui vient à se trouver sous l'influence vitale, sous l'influence ontologique d'un aïeul déterminé ou d'un esprit, ou même d'un défunt, qui sans appartenir réellement au clan, se trouvait cependant en relation étroite avec les géniteurs. Les ancêtres ne sont-ils pas, après Dieu, les dispensateurs de la force vitale? Et n'est-ce pas par l'intime influence vitale d'un défunt sur sa progéniture que le nouveau-né pourra être individualisé au sein de son clan? On pourrait exprimer peut-être mieux l'idée en disant que ce n'est pas un homme déterminé du clan qui renaît, mais que c'est son individualité qui revient participer à la vie clanique par l'influence vitale dont ce défunt informe le nouveau-né ou le fruit vivant à naître dans le clan. Cette influence vitale se conserve durant toute l'existence puisqu'elle est constitutive de l'essence même de l'être. Un autre critère de l'individu de la force vitale concrète est l'apparence sensible de l'homme. Rappelons une fois de plus que dans l'homme, les Bantous distinguent, outre le Muntu, ou homme proprement dit, son corps, son souffle et son ombre. Sa force vitale peut s'exprimer d'une façon particulière dans certains aspects ou modalités de l'apparence extérieure de l'homme que nous pourrions nommer des moments ou des nœuds de haute tension vitale. L'œil, la parole, le geste, les actes symboliques, la transe, l'inspiration, la possession sont autant de critères desquels les Bantous concluent à l'existence de forces vitales déterminées, d'influences vitales efficaces en des circonstances définies. Ce sont les preuves antiques et coutumières de l'existence d'une influence vitale caractérisée aux yeux des Bantous. Si un homme lance une imprécation contre un autre et que celui-ci tombe malade ou qu'un accident lui survient, ce mot bienveillant indiquera irréfragablement au malade ou à la victime que l'influence néfaste qui a entamé sa vie émane de l'imprécateur. Répétons encore que ce ne sont pas l'œil, le geste ou dans le cas proposé la parole qui sont l'agent du maléfice. Abandonnons les vocables périmés de magie symbolique, de magie du désir exprimé ou de magie de similitude. Pour le noir, il y a l'être qui est force, susceptible de croissance ou d'évanescence, force exerçant une influence directe sur d'autres forces. Ceci tient à l'essence même de la conception primitive de l'être. Or, cette conception ontologique, il est des critères sensibles et contingents, tels que ceux énoncés ci-dessus, qui permettent de conclure à l'existence et à la présence d'influences vitales,
en des cas concrets.